Hop, c'est parti. Voilà, bonjour à toutes et tous. Bonjour en particulier à Tom, Emmanuel et Jean-Marie. Euh, Quelques petites informations préliminaires sur le format de cette rencontre pour ceux qui n'en ont pas l'habitude. Euh, on a travaillé en amont, comme on le fait maintenant depuis 2 ans, chaque année avec un groupe d'étudiants, la team alumni, comme on les appelle, sur le repérage des sujets qui les intéressent et qu'ils souhaitent voir traités par des alumni. Donc, ça donne une liste d'idées potentielles et une priorisation qui est faite avec eux. Donc, les sujets viennent de leur part. Donc, on est cette année, cette fois-ci, à la dernière réunion de l'année. On va s'arrêter ici, puisqu'après, on va arriver sur la période de vacances, pour redémarrer en octobre avec une nouvelle liste et de nouveaux intervenants. On est également quelques alumni, certains ici présents, qui suivent ces affaires-là. Et donc, à chaque fois, on trouve pas, normalement, parmi les alumni, mais il y a des exceptions, les intervenants sur le sujet. Donc, sur ce thème ingénieur et éthique ou éthique de l'ingénieur, nous avons Bertrand et Herrière-Dubreuil qui vient d'une excellente promotion, la 79 chez nous. Nous sommes 4 déjà en ligne de la promotion, c'est pour ça que je me permets de plaisanter sur le sujet. Donc Bertrand va se présenter tout à l'heure. Et nous avons également Christelle Didier, qui n'est pas alumni de Centrale, qui a fait un petit bout d'études d'ingénieur à Grenoble. Contrairement à ce qu'on a mal dit dans la promotion de ce TAP, Christelle n'est pas ingénieure, mais je pense qu'elle va expliquer un peu tout à l'heure pourquoi, comment, mais elle a suivi un bout d'études d'ingénieur à Grenoble. Voilà. Bon, on est très peu nombreux, donc on va pouvoir s'autoriser des questions en direct. Sinon, la pratique qu'on a, c'est de poser les questions dans le chat et à ce moment-là, je reformule les questions pour nos intervenants. Et ce qui va nous permettre, d'y répondre et de débattre. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on enregistre, ce qui fait que les échanges sont disponibles en replay. Vous aurez les liens de l'enregistrement et pourront être communiqués à d'autres qui n'ont pas pu y participer. Voilà, Geneviève, tu nous présentes brièvement le casting du jour. Voilà. Je ne vais pas dire grand-chose parce que Bertrand et Christelle vont se présenter en plus en détail tout à l'heure. Bon, j'ai simplement quelques petits commentaires. Bertrand, donc promo 1979. J'ai cherché si on avait une photo de promo. J'ai pas trouvé. Alors, je me souviens pas dans quelle option tu étais. Génie électrique. Génie électrique. D'accord. Donc, moi, j'avais fait info. Donc, on n'était pas dans la même option. Voilà. Donc, j'ai pas trouvé de photo de toi il y a quelques années. Et Christelle, bien, je me souviens que tous les deux, vous êtes venus intervenir dans l'option dont j'étais responsable. C'était l'option production industrielle. Hein, c'était à l'époque la première option qui avait un cours sur l'éthique de l'ingénieur. Puis après, ça a été mis pour toute la G3. Et donc, c'était un bon souvenir. Je me souviens que c'était très intéressant, votre intervention. Donc, aujourd'hui, je suis dans l'attente de voir ce que vous allez nous raconter. Voilà, je vous passe la parole. Ah, c'est à toi, Jean-Pierre, je crois. Hein. Oui, alors, je vais arrêter le partage. Hop, voilà, comme ça, Bertrand et Geneviève peuvent, Bertrand, pardon, et Christelle peuvent prendre la main quand ils veulent.
Alors, que je ne me trompe pas, c'est celui-là. Vous le voyez? Oui, C'est bon. C'est bon? Alors, moi, je ne vois pas ce que je partage, c'est bizarre, hein. Tac. En tout cas, nous, on le voit. Là, vous voyez On la voit le chronologie, tableau. hein. Et puis après, je vais détailler. Donc, j'ai choisi et on a fait le choix ensemble avec Christelle. Avec Christelle et moi, on a travaillé plus de 13 ans ensemble, presque 14 ans, dans le même labo à l'Université catholique de Lille. Et on était un petit peu des pionniers sur ces questions d'éthique de l'ingénieur. Et c'est ce qu'on voudrait vous raconter. On voudrait raconter cette aventure d'avoir introduit cette discipline en France et vous raconter ce que ça nous a fait à nous-mêmes et le genre de carrière qu'on a fait en découvrant ça. Euh, En fait, j'ai commencé ma carrière par un VSN, volontaire du service national, en Mauritanie, donc un pays au sud du Maroc, au nord du Sénégal, où j'ai été contraint par l'exercice que je faisais à faire du low-tech. Et je vais vous raconter ça parce que c'est vraiment tout à fait intéressant et c'est peut-être ça qui m'a fait le plus réfléchir sur les questions éthiques posées au métier d'ingénieur. Puis après, donc j'ai bifurqué, je suis rentré dans la Compagnie de Jésus, donc je suis devenu jésuite. Ils m'ont fait faire des études de philosophie et de théologie. J'ai eu la chance de faire des études longues et de la finir à Boston, à Boston College. Je vais vous raconter, ça a été très important pour découvrir la réflexion américaine sur la construction sociale et technique et qui a alimenté les cours que j'ai montés avec Christelle. Puis après, j'ai repris le métier d'ingénieur comme enseignant à l'ICAM de Lille, donc une des écoles concurrentes de Centrale sur la place de Lille. Je dirigeais des mémoires de fin d'études et j'encadrais deux, quatre ou six élèves ingénieurs selon la taille du projet que je vendais à l'industrie. Et là, ça m'a aidé à réfléchir à l'éthique avec les pieds, c'est-à-dire en la pratiquant. Puis, en 97, j'ai pu intégrer le, le département de formation humaine et sociale et donc enseigner l'éthique pratique. Puis, j'ai à nouveau bifurqué, j'ai dirigé un centre de recherche à Saint-Denis qui produit la revue Projet. Et là, j'ai appris de nouvelles choses sur le métier d'ingénieur. Et maintenant, je suis aumônier national du mouvement chrétien des cadres, qui est formé à 60% d'ingénieurs. Donc, je retrouve ce métier qui ne m'a pas quitté. Alors, je vais détailler chacune des étapes en vous montrant ce que j'ai appris avec les pieds. Et après, je laisserai Christelle dire ce qu'elle a appris en tant que chercheuse, en tant qu'enseignante chercheuse. Donc, si je continue, je vous ai dit que j'ai commencé par faire du low-tech, puisque comme volontaire du service national, j'ai eu l'occasion de participer à la fondation de l'Association pour le développement des énergies renouvelables en Mauritanie, fondée par une équipe d'ingénieurs, dont le directeur de la Sonelec, c'est-à-dire l'EDF local. Et pour recruter, on a proposé à un jeune architecte de nous rejoindre. Il a dit, je veux bien vous rejoindre si on arrive à trouver une solution au problème technique suivant. Pourquoi Nouakchott est construit en parpaing et en tôle ondulée à côté de la plus belle carrière de gypse au monde? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à transformer le gypse en plâtre?
Et du coup, je suis venu avec un premier projet avec un microprocesseur, ce que j'avais appris à Centrale Lille. Il m'a dit non, 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 il faut le faire en four-plan ou ça ne passera pas. Et donc, j'ai essayé le four que vous avez devant les yeux là. Et à ma grande surprise, ça a marché. Grande surprise parce que j'ai encore les lettres avec moi d'experts internationaux qui m'ont dit que ça ne peut pas marcher. Et en fait, ça a marché. Ça a marché parce que, ce qui était dans les livres d'expertise était faux. Et donc, ça m'a obligé à réfléchir sur ce qu'on apprenait, qu'on transmettait en école d'ingénieur. Voilà. Le gypse qu'on construisait avec ce petit four permettait de construire des maisons de 6 étages. Et le projet s'est bien développé après moi. Je répondrai aux questions là-dessus. Et donc, c'est ça qui a alimenté ma réflexion. Et notamment, vous voyez, à Boston College, j'ai eu la chance d'avoir comme prof dirigeant mon mémoire de maîtrise, un prof qui était professeur d'histoire des techniques au MIT et qui est un des grands spécialistes de l'histoire des techniques aux États-Unis. Arrivé à l'ICAM, vous voyez que j'enseigne au département automatique. Plus exactement, je dirige des mémoires d'élèves ingénieurs euh, qui sont chargés, enfin, je vends à l'industrie des projets de modélisation d'ateliers de production et je fais réaliser des modèles informatiques à mes élèves ingénieurs. Le logiciel, je ne sais pas s'il existe encore, il s'appelle Witness, qui était le leader européen de ce logiciel à cette époque-là. Et là, je vais vous raconter juste une histoire parce qu'elle m'a fait beaucoup réfléchir. Il se trouve qu'un de nos clients a été la verrerie Cristallerie d'Arc, qui était confrontée au problème suivant. C'était juste après la crise, la verrerie Cristallerie d'Arc s'était mise à produire à plein. Et les références avaient été multipliées par 100. Et du coup, le service logistique était perdu. Vraiment, entre les 6 semi-remorques, les 12 trains et les 60 caristes, ils ne savaient plus quoi faire parce qu'ils n'étaient plus pilotés par l'amont et ben, l'aval, on ne savait pas où mettre tous ces produits. Et donc, en modélisant ce qu'ils faisaient, euh, on a eu l'idée d'organiser ça en flux, c'est-à-dire sous le mode des plateformes que vous voyez, les plateformes logistiques actuellement. Et, euh, voilà, cette idée-là, qui était très en avance à cette époque-là, on était en 95, eh bien, elle a été revendue par mon client à la vérité Cristal d'Arc. Mais en même temps, je lui ai donné euh, un article que j'avais découvert aux États-Unis d'une chercheuse américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui expliquait ce que donnait dans d'autres industries ce changement de paradigme technique et notamment cette immense tentation qu'avaient les ingénieurs à prendre le pouvoir à ce moment-là et de réduire les ouvriers à être que des pions de leur super machine technique. Et grâce à ça, la Cristallerie d'Arc a fait son passage à la plateforme parce qu'elle l'a fait en, en négociant tous les choix techniques avec des ouvriers et les syndicats. Et c'est pour ça que ça a eu un gros succès. Et c'est peut-être pour ça que l'ingénieur ICAM, qui était mon client, est devenu directeur technique de la Cristallerie d'Arc. Voilà, c'est mon deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est celui que j'ai eu la chance de faire quand j'étais donc complètement à l'ICAM. J'ai eu pour mission d'aider les ingénieurs de la direction des routes à animer le premier débat public de la loi Vaillant euh, sur, euh, sur donc, pour changer leur façon de travailler, leurs règles de déontologie
parce que la loi changeait complètement les demandes et les règles du jeu de la construction d'autoroutes. C'était un sujet très compliqué pour eux parce que le premier débat public a eu lieu sur l'autoroute entre Amiens et Lille, sachant que le maire d'Amiens était ministre des Transports. Donc ils étaient en double contrainte, contrainte du politique, le ministre des Transports, et contrainte des usagers qui ne volaient pas d'autoroute et qui ont obtenu qu'il n'y ait pas d'autoroute. Voilà. Et donc, ils ont dû apprendre leur métier. Et j'ai fait un travail avec mes élèves ingénieurs d'assistante à maître d'ouvrage tout à fait intéressant, dont on a tiré ce beau bouquin, Le débat public, une expérience française de démocratie participative. Et là, je suis vraiment très, très fier de ce projet qui a été à nouveau novateur et pour lequel la direction des routes a demandé à l'ICAM de l'assistance à maître d'ouvrage pendant l'année qui a suivi. Voilà. Je terminerai peut-être par un dernier exemple, puisque je vous dis que j'ai bifurqué complètement en prenant la direction du Centre de recherche et d'action sociale, qui produit une revue qui s'appelle la revue Projet. Et là, en travaillant avec les partenaires du CERAS, c'est-à-dire, vous voyez, ces collectifs, donc la revue Projet, c'est le CERAS, mais on a travaillé avec des collectifs d'associations qui sont les clients du CERAS. Et on s'est rendu compte en 97 que la transition écologique était un piège pour les pauvres et que si on ne prenait pas des mesures d'accompagnement de cette transition, on allait créer de la pauvreté à grande échelle. Et ça, on a donc alerté nos partenaires et du coup les pouvoirs publics en 2014, c'est-à-dire 6 ans avant la crise des Gilets jaunes. Donc on a été complètement pionniers en écoutant tout simplement ce qu'on appelle un impact consistency, c'est-à-dire des gens qui vont être impactés par la révolution écologique dans laquelle on marche tous. Voilà. J'arrête sur cette biographie. C'est très rapide, mais j'aurai l'occasion d'y répondre après le récit de Christelle, qui va être d'une certaine manière assez proche du mien parce que on a travaillé ensemble pendant près de 14 ans. Christelle, est-ce que... Ouais, alors je vais partager mon écran. Je vais essayer de ne pas me tromper, pas partager le tien. C'est celui-là. Ça va, vous le voyez? Ça marche, c'est bon. C'est bon? Bravo pour avoir suivi la même charte graphique. Ouais, carrément. J'ai suivi la même charte graphique, mais la suite est un peu différente. Le début aussi est différent. J'ai beaucoup moins d'exemples de la technique puisque c'est pas vraiment. J'ai pas abordé les choses de la même façon. Alors donc moi, les choses ont commencé par la question de ma vocation étant enfant. Alors ma première vocation, c'est je rêvais d'être avocate. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que les avocats étaient amenés à défendre parfois les méchants. Alors ça m'a refroidi. Et donc j'ai perdu ma vocation. Je me suis dit, bon, ben, quelle autre vocation vais-je pouvoir trouver? Et en fait, de vocation, j'étais une jeune fille très sportive. Et quand j'étais en terminale, je pensais vraiment partir vers une fac de sport jusqu'à ce que mon professeur de physique dise à mes parents, bah, ce serait quand même bien que Christelle, elle fasse prépa. Mais je dois vous avouer que qu'est-ce que ça signifiait de faire prépa à l'époque pour moi? Pas grand-chose. Donc j'ai donc fait une classe préparatoire à Arras, au lycée Robespierre d'Arras. Et je me suis retrouvée à la suite des concours dans une des écoles de l'Institut Polytechnique, Institut National Polytechnique de Grenoble, INPG, en électrochimie, électrométallurgie. Et je ne suis pas sûre que j'avais la vocation de l'électrochimie et de l'électrométallurgie. Je crois que je savais même pas trop ce que c'était. Et ce qui s'est passé, c'est que entre ma vocation d'avocate et mes classes prépa, en fait, j'ai vécu comment dire,
je ne sais pas si je dois dire conversion, mais c'est vrai que la religion n'avait pas beaucoup d'importance dans ma vie. J'avais grandi dans une famille catholique culturelle et peu pratiquante. Mais voilà, il y avait un moment où dans ma quête de sens, qui résonnait avec aussi ce désir de justice quand je voulais, à 13 ans, être avocate. Et donc, j'ai trouvé des choses à l'aumônerie qui étaient importantes et également à la communauté de Thésée que j'ai rencontrée avant d'arriver en classe prépa. Et donc, j'ai fait mes classes prépa, mais il y avait des choses qui m'agitaient sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et quand je suis arrivée en école d'ingénieur, ça a été une grosse déconvenue parce que je m'étais dit, bon, enfin, on va me parler d'un métier. Là, on m'a parlé de trucs hyper théoriques. Enfin, on va me parler de la vraie vie. Et en fait, mes camarades de classe, et je comprends aujourd'hui, je les observe, et bon, mes camarades de classe, ben, ils organisaient des zinzins, ils faisaient la fête, ils découvraient des consommations d'alcool un petit peu supérieures à ce qu'ils avaient connu avant. Et moi, j'étais très triste parce que j'arrivais dans des amphis où il n'y avait personne. Et c'est pas que ça me passionnait l'électrochimie, mais j'avais envie d'apprendre des trucs et on ne me parlait pas beaucoup plus, en tout cas en début de première année, on ne me parlait pas beaucoup plus du métier. Et donc, pour compenser un peu cette déconvenue, je me suis beaucoup engagée dans mon quartier autour de ma résidence étudiante, dans la maison de quartier, à faire de la lutte contre l'illettrisme. C'était les grandes heures, c'était le grand début de la découverte en France de ces jeunes gens ou ces moins jeunes qui avaient été scolarisés en France et qui se retrouvaient à 20 ans, à 30 ans, ne sachant pas lire. Donc j'allais à l'école, je faisais quand même la bonne élève, parce que je n'aimais pas l'idée de ces amphivides, mais on était quelquefois 6, 7 en cours. Mais la question de sens, elle me travaillait, donc j'étais beaucoup à l'aumônerie étudiante aussi, qui s'appelait le centre CCU de Grenoble, qui était d'ailleurs, c'est des jésuites qui s'en occupaient. Et donc ma vie, c'était là. J'allais en cours pour valider mon année, je travaillais fort dans mon quartier à comprendre les ressorts de l'illettrisme et ça me passionnait. Et puis j'allais à l'aumônerie, j'allais à Thésée, tout ça. Et après ma première année, donc je suis passée en seconde année et au début de la seconde année, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Vraiment, alors je me souviens que j'avais voulu faire mon stage de façon assez atypique déjà, puisque les proximités que j'avais avec l'aumônerie, le secours catholique, tout ça, avait fait que j'avais entendu parler d'un super projet d'utiliser des machines à façonnage du cuir, de créer un atelier via le secours catholique qui permettait, bon alors il faut se resituer à l'époque, hein, on est début des années 90, quoi, fin des années 80 même, plutôt que de donner de l'argent à des personnes qui venaient demander de l'argent, c'était de trouver un atelier, non pas occupationnel, mais un atelier de travail où il viendrait, il pourrait travailler une demi-journée, une journée, 2 heures. L'idée, c'est comment on peut trouver un travail très simple. Et il y avait cette livraison de machines de découpe de cuir. Et moi, je voulais faire mon stage ouvrier. Je voulais que ce soit ça, mon stage ouvrier. Bosser 2 mois, bosser l'été là-dessus. Et le directeur de l'école, dont je tairai le nom, à l'époque, m'a dit non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, ça ne ressemblait en rien à ce que pourrait être un métier d'ingénieur. Ce avec quoi, aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement en désaccord, mais je sais pourquoi. Mais à l'époque, c'était très intuitif. Je me disais, mais en quoi cette gestion de flux de matière, d'humain, de technique, de bon. Donc j'ai fait finalement un stage dans une usine Péchinet. Je suis allée en seconde année et très vite, au bout de 2, 3 semaines, je me suis dit, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors, l'aumônier du centre chrétien universitaire m'a convaincu de demander au directeur de l'école le droit de revenir en seconde année et d'obtenir ce qui est aujourd'hui très à la mode, une césure. Mais à l'époque, la césure, ça n'existait pas. Et au contraire, j'étais très mal reçue. Le directeur m'a dit, mais vous voulez devenir bonne sœur? Je lui ai dit, non, non, pas du tout, loin, loin de moi cette idée. Et il ne comprenait pas. Il me dit, mademoiselle, il n'y a que 2 cas où j'ai accordé un congé d'études. C'était des jeunes filles qui étaient tombées enceintes, on se demande comment, ou des garçons qui ne pouvaient plus reporter le service militaire. Donc, bon, j'ai arraché quand même ce droit à un congé d'études. Je ne suis jamais retournée à l'INPG, sauf pour y faire des conférences sur l'éthique, mais plus pour finir mon diplôme d'ingénieur. Donc, ma vie d'ingénieur, vous voyez, ça a été les prépas, une année, un stage et quelques semaines. Et la passion que j'ai eue pour la question de la lutte contre l'illettrisme était vraiment énorme. Après, je me suis posé donc beaucoup de questions. J'ai vécu un moment à Thésée, plusieurs mois. Je suis allée faire des stages à ATD Carmonde en me demandant si c'était pas ça qui m'appelait, d'aller travailler auprès des plus pauvres. Je suis partie quelques mois en Inde
continué à me poser des questions. Et mon retour d'Inde, une amie me propose un travail dans le nord de la France. Elle me dit, écoute, nous, on a un travail pour toi de surveillante d'internat. Et puis, il y a une licence de sciences de l'éducation à Lille qui devrait vraiment t'intéresser, donc une 3e année de licence en sciences de l'éducation. Et je me suis inscrite à cette licence en disant, voilà, j'ai trouvé ma vocation, je veux lutter contre l'illettrisme et je vais reprendre des études sur ce sujet en même temps que j'ai ce petit job. Et la seconde année, donc j'ai eu ma licence, seconde année, donc la première année de ce qu'on appelle le master aujourd'hui, mon professeur de philo me dit, ah, Christelle, il y a un gars, il y a un Bertrand Dubreuil qui cherche une étudiante ou un étudiant en sciences d'éducation qui utiliserait son expérience pédagogique en école d'ingénieur comme objet d'étude. Et donc, voilà, quand même, ingénieur, tu connais, tu y as été, les questions d'éthique, ça devrait te parler. Et donc, Jean-Marie Brevard me fait rencontrer Bertrand pour voir si on pourrait faire affaire et si je pourrais faire mon mémoire de maîtrise sur ce sujet. Et Bertrand a appris la semaine dernière la chose que je vais vous apprendre. Donc, heureusement, je lui ai dit avant, il ne va pas tomber de 3 étages. C'est que j'ai dit oui en me disant, mais vraiment n'importe quoi. Je lui ai dit, je vais aller voir, mais franchement, j'ai vu ce que c'était de près. Je ne vois vraiment pas où les questions d'éthique peuvent vraiment résonner avec ce milieu, avec cette profession. D'autant plus que j'étais allée à une ou l'autre réunion du MCC, du Mouvement des cadres chrétiens, pendant mes études. Et puis, j'avais surtout entendu des gens dire comment être gentil avec leur secrétaire, comment être triste quand quelqu'un est au chômage. J'avais quelque chose à l'époque qui n'était pas à la hauteur de ma quête de justice et mon désir d'entrer dans la complexité des choses et tout. Donc, je m'étais dit, je vais aller voir le petit Bertrand, qui n'était pas petit du tout. Et en fait, je ne vais pas dire que c'était un coup de foudre, ce serait très gênant pour nous, mais c'est que vraiment, dès les premières lectures, je me suis dit, waouh, non, mais il y avait du fond, quoi. Il y avait vraiment, il y avait quelque chose à faire. Et puis, donc, j'ai observé pendant un an, donc, en tant qu'étudiante. Et pendant ce temps-là, je travaillais, donc, l'année d'avant, donc, j'ai été surveillante d'internat. Ensuite, je travaillais dans un centre d'accueil de SDF. L'année où j'ai été étudiante et que j'avais Bertrand comme objet d'étude, je travaillais dans un centre, l'Office intercommunal de Fâche-Tuménil. Je faisais de l'insertion sociale pour des jeunes qu'on appellerait aujourd'hui décrocheurs. Et puis là, ça a été vraiment un basculement puisque je pensais que j'allais quitter les ingénieurs pour toute ma vie. Et là, ils sont rentrés avec fracas puisque donc on a compagnonné Bertrand et moi pendant donc plus de 10 ans et je suis restée en fait 20 ans au centre d'éthique qu'on avait créé, qu'il avait créé et dont j'étais la première partenaire. On a été 2, 3, 4, 3, 2, 1. Donc ça a été une affaire qui a été douloureuse aussi parce que comme Bertrand le disait, on était pionniers. On essayait de faire entrer ces préoccupations dans les écoles. Je pense qu'on avait le sentiment que vraiment on tenait quelque chose qui était juste, qui était pertinent. On en avait des échos par des collègues à l'étranger, des échos quand on discutait avec des professionnels. Et puis en même temps, il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de résistance pour des raisons, au bout du compte, très complexes, qui dépassent la pertinence même du sujet ou nos personnalités. On n'était pas au bon moment. Je ne dis pas qu'on n'était pas au bon lieu parce qu'il s'est passé des choses intéressantes, mais moi, ça a été un basculement puisque Bertrand était mon objet d'étude, en tout cas sa pédagogie a été mon objet d'étude. Puis à la fin de l'année, il m'a dit, bon, on a 3 francs 6 sous avec une fondation. Est-ce que ça te dit de venir essayer de construire avec moi peut-être un manuel? Et puis c'était une petite bourse, une autre petite bourse. Moi, je suis restée un peu à mi-temps, tiers-temps, ça me convenait bien. Et puis à un moment, ben voilà, ça a été la bascule. Michel Falise m'a dit, écoute, Christelle, si tu veux rester, là, il faut faire une thèse, quoi. Donc j'ai fait un DEA et une thèse. Et ma thèse, ben, j'avais senti que en fait, c'était vraiment la sociologie qui était ma façon d'aborder les choses, comprendre comment ce groupe, à un moment, s'était posé cette question à différents endroits du monde, à différents moments d'histoire, quels étaient les freins, comment ça se passait. Et donc, j'ai fait ma thèse de sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis, j'ai eu la grande chance, mais grâce à Bertrand, de rencontrer très vite des personnes, vraiment des
des personnes qui ont beaucoup compté dans ma vie. Donc, André Grelon, mon directeur de thèse, je pense que je ne l'aurais pas rencontré sans Bertrand. Et puis, Carl Mitcham, qui est un chercheur, un philosophe américain, vraiment qui est d'une grande qualité humaine et intellectuelle, et que j'ai croisé, je crois, en 92 ou 93, en tout cas, grâce à Bertrand, je l'ai vite connu. Et il a été comme une sorte de parrain dans mon parcours, puisque régulièrement, il m'a ouvert des portes pour rencontrer des gens, quoi, vraiment à des moments vraiment cruciaux. Et donc, voilà, j'ai fait cette thèse. Et puis, je suis restée 20 ans à l'Université catholique de Lille à développer, avec quelques difficultés du point de vue du développement, on va dire, et avec des évolutions dans les contenus. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période, je me suis intéressée à la RSE, travailler plus avec les entreprises. Il y a vraiment eu des thèmes différents. Et puis, il y a eu 9 ans, donc en 2013, quoi, j'ai senti voilà, il me restait quand même pas mal d'années avant la retraite et je ne voyais pas d'évolution possible. Je me sentais assez seule dans mon univers de travail. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je suis encore jeune et vaillante. Je vais essayer d'avoir un poste à l'université publique. Et puis on verra, j'ai besoin de changer d'air. Et donc je suis repartie en sciences de l'éducation à l'université de Lille, pensant à nouveau refermer la porte sur les ingénieurs, en me disant, ben voilà, les ingénieurs, ça aurait été bien. C'était mon premier choix d'études. Et puis, ça aurait été 20 ans de réflexion. Et puis voilà, maintenant, je vais voir. Mes étudiants sont des étudiantes, futurs professeurs des écoles principalement. Et je me suis vraiment corps et âme plongée dans ce nouveau monde avec les questions d'éthique toujours chevillées au corps. Donc, en amenant la question de l'éthique dans la recherche, l'éthique dans les métiers du travail social, l'éthique dans la formation, mais les ingénieurs étant moins, comment dire, au centre de mon attention. Et puis, bah, la vie fait que entre les moments où on publie des choses et les moments où les gens nous sollicitent, il se passe du temps. Et en fait, il y avait pas mal de choses que j'avais publiées. Et c'est quand je suis arrivée à Villeneuve-d'Ascq, donc à Pont-de-Bois, qu'au bout de 2 ans, 3 ans, des gens sont venus me solliciter pour vraiment des interventions beaucoup plus qualitatives qu'avant. Entre autres, je suis intervenue à l'école centrale de Lille dans une matinée dédiée à la transition écologique, également à Centrale Nantes, des journées de rentrée, vraiment des choses qui étaient plus sur des strapontins, mais où vraiment on me disait, ah ben Christelle Didier sur les questions de l'éthique. Et donc je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que j'y retourne, quoi. Et puis il y avait des sollicitations pour travailler sur des livres. Et donc, il y a eu, alors je n'arrive pas à avancer ma diapo, mais c'est quasiment la dernière. Donc, il y a eu cette période en commun avec Bertrand. On a écrit ensemble l'éthique industrielle, où j'ai beaucoup participé au premier bouquin européen sur les questions d'éthique chez les ingénieurs, qui ont étonné toute la communauté internationale, la petite communauté internationale de l'éthique de l'ingénierie, mais étonné parce que nous parlions du travail. On n'était pas que sur les codes, les normes, on parlait du travail, on parlait autrement que nos collègues américains de l'alerte éthique. On mettait tout ça en contexte. Ils trouvaient ça étonnant. Bon, nous, on avait trouvé ça normal, mais bon, voilà. Puis ma thèse a été publiée en 2 volumes. Et puis j'ai fini ma carrière à la Cato avec une très belle aventure, puisque j'ai travaillé avec une photographe. J'en avais un petit peu assez d'être uniquement à analyser des rhétoriques et j'avais envie d'aller rencontrer des ingénieurs. J'en avais rencontré, hein, entre autres. J'en avais rencontré régulièrement pour faire des entretiens. Mais là, c'était assez chouette parce que j'avais choisi des ingénieurs qui, de mon point de vue, incarnaient le souci de l'éthique dans leur choix de métier. Donc, ce n'était pas que du discours. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours que. Mais... Et une photographe est venue jouer cette aventure avec moi. Donc, on a fait une belle expo qui a été d'abord à la Cato et puis ensuite qui a circulé un peu en France à différents endroits. Et donc, c'était des portraits sensibles, comme dit Delphine, et chacun à sa façon. L'un parce que c'est le choix du service public, l'autre parce l'autre parce qu'il travaille dans le tri sélectif et la réinsertion sociale, l'autre parce qu'il crée une entreprise pour recycler l'or après la fin de Métal Europe, des anciens de Métal Europe, Anne Singier qui quitte un travail d'ingénieur pour s'occuper des Maïus. Et tous, j'avais envie de comprendre comment ils en étaient arrivés là. Donc ça, c'était vraiment la fin à la Cato. Et donc, dans la dernière période où je pensais quitter les ingénieurs, ils sont revenus à nouveau avec fracas. Et donc, j'ai eu l'occasion de participer, de co-diriger des bouquins. Les 2 volumes de 2015, on a des chercheurs de 30 pays différents.
Après, on a fait un livre sur les liens entre le monde des affaires et des ingénieurs, quoi. Et puis, tout récemment, donc il y a 3 ans, j'ai créé un réseau qui s'appelle les études pluridisciplinaires sur l'ingénierie. C'est plein de jeunes chercheurs qui ont en commun d'avoir fait une formation d'ingénieur et d'aller chercher dans la philosophie, dans la sociologie, une deuxième compétence à travers un master, une thèse. Et la dernière journée qu'on a eue, c'était à Centrale Nantes. Quoi, c'était Centrale Nantes et Mines Télécom Atlantique sur l'engagement ingénieur. On a passé une journée absolument fabuleuse à discuter ensemble. Donc voilà, j'avais quitté les ingénieurs, mais je crois que c'est ma vie, les ingénieurs. Et maintenant, je crois que pour jusqu'à la fin de ma carrière, ce sujet va rester au cœur de mon travail. Voilà, voilà, vous savez tout de moi. Et donc, la question éthique, elle m'a beaucoup encombrée à certains moments, alors que je l'adore. Elle m'a encombrée parce que le mot est problématique, parce que souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait quand on fait l'éthique. Et ça, on y reviendra après, mais j'y tiens. Et maintenant, j'ai décidé que j'allais aussi prendre du temps de vraiment dire, ouais, prendre le temps de dire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'éthique? Parce que tout le monde est d'accord avec le mot. Tout le monde dit, ah, mais c'est bien, venez faire de l'éthique. Mais qu'est-ce que les gens attendent vraiment derrière le mot? Et je pense il y a vraiment des choses encore à poser. Voilà. Et je laisse le micro. Merci à tous les deux. Donc, n'hésitez pas les uns les autres à intervenir sur le chat, à me poser vos questions, voire à les poser en direct. On est toujours très peu nombreux, donc ça va être facile. Et le meilleur moyen, c'est d'ailleurs d'ouvrir vos micros et d'en parler directement. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués, effleurés. Je sens qu'il y a derrière tout ce que vous avez dit, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Vous avez lancé quelques perches dans vos interventions d'approfondissement ultérieur. Et je pense qu'il devrait y avoir un certain nombre de questions là derrière. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Alors, en attendant que ça y aille, euh, moi, j'ai envie de commencer par la fin. L'éthique, c'est quoi alors? Ah oui, en fait, évidemment, c'est un gros problème parce que ce mot éthique, il peut désigner beaucoup de choses, quoi. Il peut désigner, donc souvent, on se pose des questions sur distinguer l'éthique, la morale, la déontologie. C'est très important de le faire. Moi, je me rends compte que dans certaines conférences, je le fais. Et une demi-heure après, il y a un temps de questions et je vois que les gens, j'ai beau avoir dit, voilà, moi, dans le dialogue que nous allons avoir maintenant, je n'appellerai éthique que cela, morale que cela, déontologie que cela. Et puis une demi-heure après, les gens me disent, oui, alors moi, mon éthique, alors que je dis non. Alors moi, dans la discussion que nous aurons là maintenant, je vous interdis pas de penser autrement, mais là, je ne parlerai jamais de mon éthique, de quelque chose qui est éthique ou pas éthique, ou de loi éthique, qui sont des mots que des gens très intelligents, il n'y a aucun problème, utilisent. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens très intelligents, mais qui sont dans des cas théoriques, des lectures théoriques différentes. Et donc, moi, j'ai à cœur de distinguer l'éthique de la morale et donner à l'éthique. Moi, j'aime beaucoup le travail de Paul Ricoeur. Et souvent, je le mobilise. Alors, c'est grâce à Bertrand, entre autres, hein, aussi, que je l'ai su, des choses qu'on a travaillées ensemble. Mais chez Ricoeur, il y a l'éthique qui est avant tout une visée. Donc, il n'y a pas un contenu, c'est pas faut pas faire ci, faut pas faire ça. La visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Et moi, ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a cette idée qu'il y a un horizon, il n'est pas atteignable, mais il y a une tension vers quelque chose, il y a une finalité. Mais je ne suis pas seule, c'est avec d'autres. Et puis, c'est dans un contexte, il va y avoir ce il. Et avec Paul Ricoeur, il y a d'abord cette éthique qui est là. Et puis, il y a la loi morale, elle existe aussi. Et donc, cette éthique qui serait une éthique, on va dire, antérieure à toute action, une éthique qui essaie de viser avant toute action, elle rencontre l'existence dans notre univers de normes morales. Et il dit, bah, moi, je vais appeler morale ça, éthique ça. Mais voilà, c'est des conventions, il dit toujours, c'est des conventions. Et la loi morale, ben, c'est la morale de mon siècle, c'est la morale de mon camp, c'est la morale de ma religion, c'est la morale
la déontologie de mon métier, c'est quelque chose qui va être normatif. Et moi, je trouve que c'est super intéressant d'avoir en tête cette visée, ce désir, cette tension d'une vie bonne, et puis cette dimension normative qui vont, et il dit, on passe cette visée au crible de la norme. Et moi, je dis souvent, passer au crible de la norme, c'est ni dire, ah ben c'est marqué que je dois faire ça, donc je le fais, c'est ni se soumettre à la norme aveuglément, mais c'est ni ne pas la considérer. Moi, j'aime bien la notion de considérer. On considère la norme pour se rendre compte que finalement, ce qui est écrit dans le code de déontologie de ma profession, c'est peut-être pas si con que ça. Je l'aurais pas écrit comme ça, mais c'est finalement ce que je voulais, mais de le passer au crible. Mais ce qu'il dit aussi, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette éthique qui est antérieure et l'éthique postérieure, et l'éthique qui est au-delà, c'est bah, et maintenant, je fais quoi concrètement dans un contexte particulier, avec des situations singulières et avec le courage d'agir, la peur de se tromper. Et donc, le mot éthique, ben, il est de part et d'autre de la morale. Et donc, quand on me dit c'est quoi l'éthique, ben, pour moi, ben, c'est l'un comme l'autre. Et l'un et l'autre sont très différents, puisqu'il y en a un qui est plutôt comment construire cette visée, des valeurs partagées. Et puis, d'un autre côté, et là, concrètement, maintenant, qu'est-ce que je suis prête à assumer? Et donc, l'éthique, qu'est-ce que je suis prête à assumer? C'est quelquefois un des petits bouts de la lorgnette, mon éthique, ou bien voilà, ce que j'ai fait, là, c'est éthique. Bon. Et donc, moi, je dis souvent, ah là, on va pas parler de mon éthique, on va pas parler, et j'aime de plus en plus aussi, c'est quand on parle dans les écoles d'ingénieurs, je dis, je fais pas un cours d'éthique, je veux que nous parlions ensemble du souci de l'éthique. On va se soucier ensemble de ce qu'est l'éthique et là, on va avoir des trucs à se dire. Mais je ne suis pas là pour vous dire, ah bah voilà, voilà le contenu de l'éthique. Enfin voilà, moi, c'est ma petite. Et vous voyez, c'est pas une définition toute simple. Elle nécessite cette élaboration, mais moi, je ne peux pas vraiment faire sans. Et l'éthique, c'est à la fois cette visée et c'est aussi ce moment de décision. C'est pas que dans la théorie. À un moment, l'éthique, elle n'existe que ancrée à la pratique. Mais bon, Bertrand aurait sans doute aussi d'autres choses à revisiter et je lui propose de donner sa propre définition de l'éthique. Oui, je vais être plus bref parce que je crois que tu as très bien répondu à la question. Peut-être rappeler un souvenir, la première école qui a accepté, enfin qui nous a proposé d'enseigner l'éthique de l'ingénieur, c'est l'école des mines de Douai. On a fait ça pendant très longtemps, en amphi, donc pour toute la promo. 15 ans, on y allait 15 ans. 15 ans, oui. Et peut-être que c'était compliqué d'avoir un cours d'amphi, donc cours obligatoire pour ces 150 élèves de l'école des mines de Douai. Et le leitmotiv qu'on leur disait pour justifier notre présence, c'est de leur dire euh, on est là pour vous aider à réfléchir sur ce qu'on va vous demander de faire plus tard. C'est-à-dire que votre vie, elle sera très normée par la technique, normée par les entreprises qui vont vous employer ou par l'État. Et on voudrait vous donner les moyens de réfléchir, que vous puissiez dire qu'est-ce que vous visez, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans cette flot de normes techniques ou sociales qu'on va vous imposer. De retrouver le sujet, de retrouver le jeu, la personne qui dit jeu dans un monde très très complexe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu à un moment. Et ce contenu, souvent, je dis, bah, allez regarder déjà les codes de déontologie. Ils disent des trucs. On peut en discuter, mais on part pas de rien. Allez voir ce que disent les normes techniques, allez voir ce que dit la loi, allez voir ce que disent les organisations internationales. En fait, on a finalement presque trop de normes que pas assez en matière d'éthique. Et c'est comment s'y retrouver dans toutes ces injonctions. Et je pense que souvent on dit ah bah oui en matière d'éthique je sais pas trop comme s'il manquait quelque chose mais c'est pas du manque il y a plutôt du trop pour le vis-à-vis duquel se positionner. Moi je me souviens d'un jeu que j'ai fait parfois avec les étudiants qui disaient oh non non mais les codes de déontologie ils trouvaient ça un peu ringard, ils trouvaient ça un peu inintéressant et tout. Bon pourquoi pas, je dis ben allez écrivez-en un. Quelle serait la honte pour vous, pour un professionnel de votre école ou de votre métier? C'est quoi la honte? Ben, s'il n'y a rien, ça me pose problème. Ça veut dire que tout est permis. Et à un moment, ils se rendaient compte que, ben, ouais, si, voilà, 2 plus 2, ça fait 4 du début de l'école primaire
jusqu'à la fin de la prépa. Et c'est comme si, bon, alors jusqu'à la fin de l'école d'ingénieur, quoi que ça commence à faire 2 plus 2 font 3 ou 5 parfois, si ça arrange. Et alors, on va arriver en entreprise et tout d'un coup, il n'y aura plus de gêne avec toutes les études qu'on a fait mathématiques. 2 plus 2 égale 5. Donc, voilà, ce rapport à la vérité, ce rapport à qu'est-ce qui est la honte pour le métier. Parce que moi, j'ai toujours dit, je n'interviens qu'au titre des questions d'éthique professionnelle. Je n'interviens pas sur des questions d'éthique liées à vos choix de vie privée. Mais voilà, en tant qu'ingénieur, en tant que cadre, en tant que membre d'une société, en tant que salarié d'entreprise, éthique sociale, éthique professionnelle. On va peut-être prendre une autre question. Si tu peux arrêter de partager ton écran, ça permettra de nous voir en plus grand. J'allais le proposer. Très bien. Voilà. Ça y est, c'est parti? Je croyais que j'avais Ouais, enlevé. c'est parti. Oui. Ouais. Bon, j'ai peut-être pas la même réflexion de vous sur le sujet, mais je pense que ce qui est important, c'est par rapport aux finalités, à ce qu'on recherche, à ce qu'on essaye c'est d'avoir la cohérence et d'essayer d'être cohérent entre ce qu'on a fait et puis ce qu'on a visé et ce qu'on a recherché. Cette notion de cohérence, est importante et bon, elle se pose pas peut-être à tout moment, mais elle se pose à un certain moment dans sa vie professionnelle. Et puis de se dire à un moment donné, si je continue comme ça, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, est-ce que je me suis toujours posé la question de ce que je pouvais apporter à la société, non seulement à moi, mais à la société. Et donc ça fait partie alors, de ce que je peux considérer comme étant une approche peut-être éthique, mais c'est surtout aussi la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, parce que je m'aperçois que dans de nombreux cas, eh ben, on est loin il y a beaucoup d'écart entre ce que les gens peuvent dire et ce que les gens peuvent faire. Voilà. Tu dis très bien, Jean-Marie. C'est-à-dire que Ricoeur dit, si on vise quelque chose, c'est pour pouvoir raconter. C'est-à-dire, le sens qu'on cherche, c'est d'une certaine manière le sens qu'on va pouvoir raconter à ses enfants. Oui. Et donc, cette visée qu'on cherche finalement, c'est de la cohérence pour pouvoir transmettre ce qu'on est, son identité narrative. Euh, et donc, ce souci de cohérence est tout à fait central dans la visée éthique. Mm. Hmm. Non, non, mais c'est un beau. Voilà, c'est une belle. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, j'aime pas qu'on dise mon éthique, puis je vous voyais bien dire, ah, bah, c'est mon éthique, il faut pas se l'interdire. C'est-à-dire que c'est quand, dans un moment, je suis à distinguer éthique morale de rigueur, le mon éthique, il marche moins bien. Mais c'est une histoire de convention, c'est à un moment de la discussion. Donc là, c'est vos valeurs, c'est ce qui vous porte et sans doute votre éthique. Je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat Oui. qui a marqué, est-ce que c'est pas un moyen d'être ingénieur, un ensemble de compétences qui nous permet d'atteindre un objectif? C'est vrai, mais c'est pas un moyen complètement neutre. C'est un moyen avec des valeurs quand même qui sont déjà là. C'est-à-dire que c'est la question de la neutralité des techniques dont on a beaucoup discuté. Je me souviens dès le début de nos travaux avec Bertrand, c'est la technique est-elle neutre? Est-ce que c'est juste un moyen au service de diverses finalités? Bah, c'est un énorme débat. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de l'efficacité qui fait partie des valeurs de l'ingénierie et qui n'est pas neutre, qui est déjà quelque chose. Donc, c'est pas. Voilà, c'est. Mais je laisse Bertrand mettre aussi son grain de sel sur cette question qui Oui, l'intéresse. je reprends la question. Est-ce que ingénieur n'est pas un moyen? Bien sûr, c'est une compétence qui permet d'atteindre des objectifs. Euh, euh, Ces objectifs, ils sont toujours partagés. C'est-à-dire que la technique moderne a cette compétence de pouvoir mettre des gens au travail à grande échelle. Ok. Un artisan pouvait travailler dans son coin, même si en fait il appartenait à une corporation, il apprenait son métier. En fait, il taillait une pierre. Il était quand même dans une échelle qui construisait un pont ou une cathédrale. Mais disons que la technique moderne permet de travailler à grande échelle, échelle de temps et échelle d'espace. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on croit qu'elle est neutre. C'est parce que enfin, cet agencement à grande échelle fait que chaque individu a peu de compétences.
mais quand on met toutes ces visées, ou du moins peu de degrés de liberté, mais quand on met toutes ces visées ensemble, on arrive à des choses qui sont bonnes ou mauvaises. Par exemple, je pense que les ingénieurs doivent s'interroger fortement sur comment n'ont-ils pas eu la compétence de s'apercevoir que ce qu'ils faisaient à grande échelle, ça faisait du réchauffement climatique, quoi. Alors, en fait, ils ont eu cette compétence, puisque le rapport Meadows en 73, il montrait qu'on allait dans le mur. Mais collectivement, le monde des ingénieurs a résisté à cette prise de conscience. Et ce n'est que maintenant, depuis la COP21, qu'on se dit, mais attention, il y a un vrai problème que collectivement, auquel notre métier d'ingénieur a contribué, quoi. Oui, parce Et que la- vous parlez de l'importance d'avoir un objectif. Alors, ça peut se traduire de manière différente. Il peut y avoir effectivement un objectif par rapport à justement une réflexion éthique. Qu'est-ce que je veux faire? Vers quoi je veux moi, aller ou contribuer à un ensemble qui se dirige vers cet objectif. Il peut y avoir aussi d'objectifs qui sont complètement, quelque part, anti-éthiques. Enfin, Bertrand vient de parler de tout ce qui est réchauffement climatique. Je pense qu'il doit y avoir aussi des réflexions de ce type autour de l'intelligence artificielle actuellement. Oui, et puis quelquefois, le même objectif peut avoir plusieurs effets. Donc, pour lutter contre le réchauffement climatique, on défend le nucléaire qui pose d'autres problèmes en termes de pollution. Donc, c'est rare qu'on ait le truc parfait. Donc, on est dans des systèmes d'une grande complexité. Donc, il y a parfois, je dirais, des produits du travail d'ingénierie, du travail de la technologie, du travail industriel dont on se dit que, bon, ben, je sais pas, fabriquer des mines antipersonnelles, ça, on va dire, ah, ben, on est tous d'accord, c'est pas bien et tout. Puis, mais la plupart du temps, les choses sont beaucoup plus complexes, c'est beaucoup plus mêlé. C'est-à-dire que, bon, voilà, je suis un expert dans la fabrication d'avions. Aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai rencontré un jeune qui sortait du bac. C'était le fils, le petit-fils d'une amie. Je ne le connaissais pas. Je lui dis, bah, tu veux faire quoi après le bac? Il me prépare. Qu'est-ce que tu veux faire après? Il me dit, oh, moi, je rêve de construire des avions. Et j'étais un peu, je le regardais, j'étais émue, j'étais touchée et gênée en même temps. J'avais rien à lui dire. Je vais pas lui dire, tu sais, c'est un peu une mauvaise idée, tu ferais mieux de trouver autre chose. Parce que voilà, mais je me disais, ah, c'est pas la même chose d'avoir 20 ans aujourd'hui et se dire, mon rêve depuis l'âge de 6 ans, c'est fabriquer des avions, que pour les personnes qui s'approchent de la retraite, qui ont pu rêver ça à l'âge de 6 ans et en faire toute leur vie sans se dire, mon Dieu, à quoi je contribue? Donc, on est dans un monde qui change. Donc, il y a les techniques et les techniques confrontées à un monde qui change où ce qu'on considère être judicieux ou non, évolue à la lumière de nouveaux savoirs. Et une des difficultés, c'est qu'évidemment, chaque ingénieur peut se dire qu'à titre individuel, il contribue pas à grand-chose. Et donc, ça pourrait conduire à se désintéresser, ne pas se soucier de l'éthique, parce qu'en effet, c'est tellement compliqué. Je fais souvent la comparaison avec le médecin qui est face à son patient. En tout cas, l'idéal type du médecin, parce qu'il y a des médecins qui sont aussi dans des décisions principalement collectives, dans des grosses organisations. Mais l'idéal type du médecin qui est seul face à son patient, il connaît son nom, il sera triste si ça marche pas. Voilà, il y a quelque chose, il y a une unité de temps, de lieu. S'il donne un mauvais diagnostic, il verra son erreur. Oui. Alors que les ingénieurs décident, n'ont pas ce rapport comme ça, agent-patient comme le médecin. Et donc, c'est très compliqué. Donc, la tentation, c'est de dire c'est compliqué, je m'en occupe pas, ou c'est pas moi. Mais je dis qu'en même temps, comment dire, je suis pas dans la moralisation, parce que je mesure la complexité du truc. Ouais. Quelqu'un qui s'embarque dans un métier avec passion et le monde autour change. Et il le fait honnêtement, le monde autour change. Et c'est quoi le sens de son existence? Moi, Remarque, je dirais qu'il y a un autre élément qui est important, c'est de ne pas hésiter à aller dans des secteurs ou des activités qui sont considérées comme à risque par rapport à l'éthique. Parce que c'est tellement facile de dire, là, je ne vais pas aborder ce sujet, comme ça, je vais être tranquille. Non. Par exemple, à titre personnel, j'ai
entre 2013 et 2020, bon, j'ai dû arrêter à cause du Covid, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai essayé de garder une certaine éthique dans la façon de me comporter. Ce que je faisais, c'est que de temps en temps, j'étais obligé quand même, il y avait des personnes en face, on était obligé d'avoir vis-à-vis des affaires qu'on traitait un comportement, disons, éventuellement de donner quelques rémunérations en off. Mais par contre, moi, l'éthique que j'avais par rapport à ça, alors c'est peut-être, vous allez peut-être me critiquer, c'est de considérer que quand j'évaluais une prestation, je ne l'évaluais jamais en tenant compte de cela. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'étais obligé de donner 100 ou 150 euros ou 200 euros, je donne du concret là, sur une prestation, eh bien, c'était au détriment de mes bénéfices. Donc, j'ai gardé, par rapport à ça, c'était l'éthique que j'avais, c'est-à-dire de ne jamais évaluer, de jamais rajouter 5% sur la prestation pour dire, bah, ça me permettra de faire ce genre de choses. Donc, j'ai considéré que ben, dans ce cas-là, je restais conforme à une certaine moralité. Et de toute façon, ça a permis à des entreprises localement là-bas, c'est en Côte d'Ivoire, de pouvoir se développer, de pouvoir être plus performantes, et donc elles y gagnaient. Même si moi, bon, je perdais un peu. Voilà. Donc, est-ce que c'est un comportement éthique? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai m'étais donné ça comme règle de fonctionnement. En tout cas, vous témoignez d'un souci de l'éthique et moi, j'ai pas tellement de dire Mm. qu'après, on pourrait prendre le temps de quelles étaient Oui. les marges de liberté, quelles étaient Mm. les alternatives, ont-elles tout été explorées, mais qui suis-je pour vous dire ça? C'est-à-dire, voilà. Mais en tout cas, moi, j'entends ça. Et là, dans le cadre de l'échange qu'on a là, j'en suis touchée. Oui, parce que ce serait plus facile de rester dans son milieu, dans son contexte, et de ne pas avoir à gérer ce genre de situation. Donc c'est comme tout, il ne faut pas hésiter à se confronter à ce genre de problème pour savoir quel comportement on peut avoir. Voilà, ça me paraît important, parce que sinon c'est trop facile. Voilà, il ne faut pas hésiter, aller au front en quelque sorte, pour essayer de voir comment on se comporte dans des situations où on a des choix à faire. Ça me rappelle un étudiant que j'ai eu. J'aimais beaucoup, moi, donner des cours à des formations continues. Hmm. C'est-à-dire des gens qui prenaient le diplôme à partir d'un métier de technicien qui faisait 3 ans d'études supplémentaires. Et je faisais ces cours-là en session où on avait le temps de relire un petit peu leur expérience professionnelle. Et je me souviens de- et on partait toujours de cette question que posait Christelle, c'est le souci de l'éthique. Est-ce que vous pouvez raconter un moment de votre carrière où vous avez eu un souci par rapport à votre conscience, un souci éthique? Et cet étudiant disait, non, moi j'ai rien, non, non, il n'y a pas de problème. Et donc il était embêté parce que le séminaire se déconstruit là-dessus. Et un soir, il y a une de ses amies qui vient me voir en me disant, je crois qu'il a un souci éthique, mais il faudrait que tu discutes avec lui pour savoir si on peut en parler. Et donc, je le prends à part. Et en fait, il avait été envoyé, il faisait l'électronique, il avait été envoyé par sa boîte à faire de l'instrumentalisation sur un chantier en Chine de construction de centrales thermiques. Et ce chantier, il y avait un mort par jour. Un mort par jour. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous êtes le seul Français sur un chantier où il y a un mort par jour? Eh bien, son réflexe, c'est de dire, il n'y aura pas de mort dans mon équipe. Il n'y aura pas de mort autour de moi. Et voilà, c'est minimum, mais ça a été son réflexe de survie dans un monde complètement anormal par rapport aux normes européennes. Mm. Et je trouve que c'était beau comme exemple. C'est un peu ce. Et moi, là, qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu ce truc concrètement dans ce contexte. Moi, ça me rappelle aussi, Bertrand, je pense que on en avait sans doute parlé, mais une année où je me souviens des étudiants qui, après une expérience de stage, revisitaient aussi la suite de leur parcours d'orientation. Et il y avait, j'ai le souvenir de deux garçons, mais je ne sais pas si c'était un groupe où on était ensemble, de deux garçons qui chacun avait fait un stage dans des chantiers de BTP et qui racontaient tous les deux, c'était vraiment marrant parce que en commun, ils racontaient le sentiment d'être
très différent des stages en usine, d'être dans un contexte où finalement, parfois, il y avait un nivellement entre les hiérarchies. C'est-à-dire que quand ça réussissait, il y avait une sorte de plaisir, de satisfaction qui faisait qu'entre le chef, le contremaître, les ouvriers, il y avait quelque chose de différent dans les relations humaines qui avait été vécu par ces jeunes et apprécié. Mais à un moment, donc il y avait plusieurs trucs dont on voyait qu'il y avait quelque chose de particulier dans ce milieu de travail. Et puis tous les deux ont été confrontés à voilà, des enveloppes, à des choses comme ça qui sont plus présentes dans le BTP que dans, je sais pas, l'informatique, l'électronique. C'est vrai qu'il y a des risques éthiques, des problématiques éthiques plus saillantes dans certains métiers d'ingénieur que d'autres, des choses auxquelles on est plus statistiquement exposé. Et alors, les deux garçons, en arrivant, quand on dit, bon, alors plus tard, et il y en a un qui dit, non, mais moi, je me sens capable et vraiment, ce que j'ai vécu comme ambiance et tout, là, ça confirme vraiment mon envie d'être dans ce métier. Et là, oui, j'ai vu, mais je me sens capable. Et l'autre, il a dit, moi, je me sens pas capable. Moi, ça va trop, ça va me. Je vais pas être bien. Et je me disais que ce qui était très intéressant, c'est que finalement, on n'était pas là, nous, à dire qui a raison, qui a tort du tout, mais d'offrir non seulement l'école offrait l'expérience, on offrait le moment de relire l'expérience à la lumière de qui je suis, qu'est-ce que je veux, les valeurs de mon métier, mais pas seulement. Là, à un moment, c'était le même. Et je trouvais que c'était très intéressant que sans jugement, l'un comme l'autre puisse dire, bah là, je poursuis là-dedans, ou l'autre dit, je vais un peu explorer autre chose dans le prochain stage parce que ça. Et ça fait écho aussi à une anecdote que là, je suis sûre que Bertrand se rappellera de notre grand ami, malheureusement décédé, André Talmant, qui était directeur départemental de l'équipement, c'est ça, Oui. à Valenciennes, et Hum. qui était dans notre équipe de recherche pendant une paire d'années, et qui nous amenait souvent des histoires de terrain très, très intéressantes. Et il disait qu'il refusait tout le temps, en tant que directeur départemental de l'équipement, les repas sur les réunions sur des chantiers à 11 heures. Parce qu'il savait qu'après, il y avait un repas et que lui, il tenait pas l'alcool. Et alors, il a eu la réputation d'être, ah oui, monsieur Talmant, c'est celui qui ne mange pas. Et donc, c'était celui qui ne mangeait pas. Et en fait, et c'était se connaître, quoi. C'était un moment de dire, alors, est-ce qu'étant plus âgé, mais étant jeune professionnel, il disait, à un moment, j'ai décidé que je ne prenais aucun rendez-vous à 11 heures, point. Donc, c'est d'arriver à voir. Et en effet, quand vous dites, d'aller se mettre dans des situations à risque plus délicates, c'est se confronter. Et puis, il y a du travail qui se fait là-dessus aussi, en se connaissant. Et Ça me permet cette évocation me permet de répondre à la question là. Est-ce que du coup, il ne manquerait pas une approche systémique en école d'ingénieur? Je crois que c'est une très bonne question sur laquelle, à l'ICAM, quand j'étais en formation humaine et sociale, on a beaucoup poussé ça, hein. Et je vais répondre par une anecdote que m'a raconté Monsieur Talmant. Il se trouvait que quand il était directeur départemental de l'équipement donc à Valenciennes, il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. C'est pourquoi, finalement, sur tous les projets qu'il menait, c'était son idée qui passait. Et donc, il a demandé à un jeune stagiaire, de le suivre pendant quelques mois pour lui expliquer ce phénomène. Comment se fait-il que quand j'arrive à discuter avec des élus sur un projet, finalement, c'est l'idée que j'ai qui passe. Bon. Et finalement, le jeune ingénieur qui s'appelle Pierre Calam, donc qui n'était pas tout à fait euh, dénué d'esprit, hein, euh, lui a dit, eh ben, c'est très simple. En fait, vous arrivez avec l'autorité de l'État, ok, l'argent de l'État et la technique développée par votre profession. Ok. Comment voulez-vous qu'un élu puisse déconstruire ces trois choses et donc vous faire face? Et donc, suite à ça, il a changé complètement de méthode, c'est-à-dire que quand il allait voir un élu, il lui proposait toujours plusieurs solutions. Ah oui. Et, euh, et
exemple, quand il allait voir un élu qui devait raccorder une zone commerciale à une route nationale, il lui dit, ben, écoutez, c'est très simple, vous pouvez faire un stop, hein, un stop, ça marche très très bien, ça va vous coûter 5 000 euros. Bon, vu la fréquence de la route dans les statistiques, ben, c'est un mort par an, hein. Vous pouvez faire aussi un rond-point. Là, ça va vous coûter un peu plus cher. Mais là, vous aurez des accrochages, peut-être un mort tous les 10 ans, mais bon. Et puis, vous pouvez faire un pont avec des bretelles, etc. Là, ça vous coûte vraiment, vraiment plus cher. Et là, vous n'aurez aucun problème. Ah, monsieur Talmont, vous nous prenez par les sentiments, c'est pas possible. Il disait, bah, écoutez, c'est vous qui décidez, hein, c'est votre argent, c'est l'argent du contribuable à vous. Et donc, une fois, bah, ils avaient choisi le stop, quoi. Et au premier mort, ils lui ont demandé un rond-point, quoi. Et pas un souterrain. Alors, je raconte cette histoire-là parce que, euh, en écoutant ça, je me suis aperçu que quand je faisais mes modèles informatiques, vu ce que ça coûtait en temps et en argent de faire des modèles, bah, je suis arrivé avec plusieurs modèles à la fois. Et donc, je suis arrivé devant mes clients. Par exemple, j'ai travaillé pendant 5 ans pour la Saft qui appartenait à Alcatel, donc la constructeur de batteries. Là, on a refait toute l'usine, une usine de 600 personnes. Et quand je suis arrivé à refaire le premier atelier que j'avais déjà refait il y a 5 ans avant, je suis arrivé avec plusieurs solutions. Eh bien, j'ai vu, tout d'un coup, j'ai réussi à déconstruire tout le jeu de pouvoir qu'il y avait entre eux et enfin avoir du débat non technique entre ces ingénieurs. Et là, c'est devenu extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Et on a pu prendre une décision collective, euh, donc systémique, pour lequel eh ben, ils ont dû se mettre d'accord sur quelle était la meilleure solution en fonction des contraintes budgétaires et des contraintes humaines et techniques de ce moment. Voilà. Ça a été pour moi un moment extrêmement important dans ma réflexion et dans ma pratique d'ingénieur. Et puis c'est ce qui permet ensemble d'assumer le compromis parce qu'il y a forcément un compromis. Donc il y a forcément le renoncement à certaines choses. On peut pas comment dire, optimiser tous les critères. Mais comme c'est une parole collective, on assume ensemble ce courage d'avoir décidé dans une direction ou dans une autre. Plutôt que dire puisque on peut pas optimiser sur tout, bah tant pis. Bah non, c'est pas tant pis, c'est En fait, là, dans ce chapitre-là et dans une partie de l'introduction de Bertrand au début, vous prenez le management participatif. Alors, effectivement, la, la, la premier, le premier, d'une certaine manière, le premier fruit de cette recherche, ça a été de découvrir pourquoi le management participatif ou la question de la démocratie pénétrait très très peu dans ce monde ultra technique. Et du coup, on s'est mis à en faire un axe de recherche propre, donc sur la démocratie technique. Et on a donc aidé des entreprises, par exemple, on a aidé des entreprises du nord de la France à se positionner collectivement sur l'entrée ou non des OGM dans leur technique. Okay. On a aidé les ingénieurs de RTE à réfléchir sur leur manière de prendre des décisions avec et pour les élus. On a aidé les ingénieurs de la direction des routes à trouver les règles déontologiques pour que le débat technique sur la construction des grands ouvrages puisse être pas seulement un débat politique, mais aussi un débat socio-technique. Voilà. Donc, d'une certaine manière, cette question de faire entrer la participation, la démocratie participative dans la décision technique, ça a été le premier fruit de notre recherche. et c'est ça aussi qui a marqué nos collègues américains qui étaient d'une certaine façon, il y avait une antériorité sur la question éthique. Ça faisait depuis le début du XXe siècle qu'avait émergé quelque chose qui s'appelait éthique,
mais qui passaient complètement à côté de ça. C'était finalement, et on a mis un certain temps, en tout cas moi j'ai mis un certain temps à comprendre que tout ce que eux appelaient éthique, c'était uniquement de la déontologie. Ce qui n'est pas inintéressant, je défends que je trouve que le travail de la déontologie est très précieux et important quand on le prend vraiment au sérieux. Mais ce n'est pas la même chose de travailler sur la déontologie que de travailler sur la décision éthique collective, la réflexion éthique collective en vue d'une décision. Et la question de la démocratie, ben, c'était pas traité chez eux. C'était moi, ce que dit mon code de déontologie et la situation que je vis. Je me soumets, je me démets, j'obéis ou pas. Et donc, quand nous, de façon assez spontanée, on s'est dit, ben, quand on pense la technique et quand on pense les acteurs de la technique, ils sont ingénieurs, mais ils ne sont pas tous ingénieurs. La technique et le social, bah, c'est un peu un tissu sans couture, hein, pour reprendre les images de la tour. Eh bien, on abordait l'éthique avec d'autres mots. Mais je dirais, et c'est pour ça que je reviendrai sur l'importance de la déontologie, un des risques dans l'approche, je dirais, telle qu'on pourrait avoir de ce côté de l'Atlantique, c'est de dire oui, mais alors tout se discute, la position critique, la posture critique qui fait qu'en fait, au bout du compte, on décide jamais rien parce que tout est insatisfaisant. Et d'une certaine façon, il y a du courage dans la déontologie puisqu'on va forcément écrire un truc noir sur blanc, visible et qui sera critiqué. Et que les gens qui critiquent les normes ou les décisions, bah, ils sont dans une position de ne pas agir, mais de bon. Et donc, je pense que du côté européen, voire du côté français, il pourrait y avoir une certaine façon de penser l'éthique comme quelque chose de la réflexion, la philosophie, c'est très bien, mais quitte à mépriser un peu voilà, le moment normatif, le moment de la décision. Et d'un autre côté, chez nos collègues aux États-Unis, il y avait quelquefois une sorte de... On a l'impression que l'ingénieur était tout seul, c'était un libéral, profession libérale, qu'il n'avait pas de collègues, il n'avait pas de chef, il n'avait pas de carrière à mener. Et donc voilà ce qu'il devait faire, voilà ce qu'il devait éviter. Et on avait un sentiment un peu d'insatisfaction de dire, mais on va raconter ça à des ingénieurs français, ils vont dire, mais bon, ça ne nous parle pas. Mais Bertrand, je vois qu'il y a une question qui est arrivée Oui. aussi Oui, sur le chat. c'est intéressant. Vous arrive-t-il d'intervenir auprès des directions d'entreprise qui érigent l'éthique comme valeur dans leur raison d'être pour les accompagner à aligner la réalité de leurs activités et manière de faire avec leur discours? Alors, effectivement, ça nous est arrivé et ça nous arrive de plus en plus. Et je crois que c'est une bonne chose. C'était quand, dans les années 90, c'était quand même, il y avait très peu d'entreprises qui faisaient. Il y avait quelques codes de déontologie, mais il y avait très peu d'entreprises qui affichaient leurs valeurs. Et maintenant, c'est devenu tout à fait important. Et je crois que c'est une chose tout à fait intéressante. C'est-à-dire que euh, pourquoi elles font ça? Il ne faut pas se leurrer, c'est parce que elles sont confrontées, surtout les grosses, à la difficulté de fidéliser des jeunes ingénieurs. Et donc, elles doivent répondre à leurs questions. Quel sens ça a de travailler avec moi? Ok. Et c'est intéressant parce que du coup, ces questions rentrent dans le haut management. Parce que c'est pas si facile que ça d'écrire ses valeurs, sa raison d'être. Euh, et donc, ça oblige à vraiment réfléchir et ça donne aux salariés l'occasion de dire à leur patron, attention, mais ça ne correspond pas à la raison d'être. Euh, c'est pas facile et je dois dire que je le sais d'autant plus que le MCC dont je suis l'accompagnateur, là, le Monnier National, vient de faire ce travail. On a mis 2 ans à réfléchir à notre raison d'être. Eh ben, c'est beaucoup plus compliqué quand on est patron de le faire soi-même, parce que ça suppose de répondre à toute une batterie de questions. Et je trouve que l'avoir fait collectivement à 150, c'est absolument une expérience magnifique. Et je trouve que je vous invite à faire ça dans vos boîtes. C'est fait bien, fait de manière collective, c'est tout à fait intéressant. Et ça répond à tout un tas de questions que vos collaborateurs se posent ou n'osent pas vous poser. Non, c'est
chouette expérience. Moi, la seule petite remarque que je ferai par rapport à ça, c'est que il y a des gens qui disent oui, mais tous ces affichages de valeurs éthiques des entreprises, c'est que du greenwashing, c'est du discours et tout. Et moi, alors c'est peut-être parce que je suis maladivement optimiste, alors que le monde est quand même compliqué. C'est un peu comme les rapports de l'ONU où quelquefois on dit mais à quoi ça sert? Alors il y a des grands discours, puis finalement les pays font n'importe quoi. Et je pense que quand quelque chose est écrit, malgré tout, il y a un pas qui est fait. Il y a quelque chose, et d'une certaine façon, on donne ces pas qui sont faits, même s'ils sont faits à contre-cœur, parce que l'entreprise se sent obligée de dire ceci, de dire cela. Eh bien, quand ce pas est fait, quand c'est écrit, ça donne quand même du pouvoir à ceux qui voudraient que ça ne soit pas que des mots. Parce que tant qu'une entreprise, elle ne prétend rien du point de vue des valeurs et qu'elle fait des choses qui peuvent être difficiles à vivre pour les salariés à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de levier. Mais quand une entreprise se vante d'être soucieuse de ci, de ça et que ce n'est pas le cas, bah, malgré tout, par quel chemin j'ai pas, par le biais d'actions collectives, par le biais des comités d'entreprise, par le biais quelquefois d'un CHCT, d'un syndicat, peu importe, mais par le biais d'un collectif de salariés, d'un groupe de travail, à un moment, interpeller son employeur en disant, écoutez, vous dites ça, nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Malgré tout, c'est un élément qui vient du côté de ceux qui veulent que ça bouge. Et je me souviens qu'on a fait un travail assez chouette qui était avec l'UGIC, CGT, la CFDT CAD, l'École du management de Paris, Ingénieurs sans frontières. Et puis, il y avait qui d'autre? Tout un collectif. C'était à l'époque où la question de l'alerte éthique commençait à être discutée en France avec l'arrivée de la loi Sarbanes-Oxley des États-Unis en France, les hotlines pour pouvoir dénoncer anonymement ou non anonymement des pratiques problématiques au sein de l'entreprise. Donc, ça venait des États-Unis. Et en France, bah, nous, on travaillait sur la responsabilité sociale des cadres. Et pourquoi on avait inventé ce mot? C'était pour dire, ben voilà, il y a des cadres, des ingénieurs qui ont envie de trouver le chemin voilà, de quelque chose qui serait d'exercer leurs responsabilités de citoyens dans leur entreprise. Mais seuls, ils ne peuvent pas. Et d'un autre côté, il y a les entreprises interpellées souvent par les clients, par la société civile, qui mettent des mots sur leur RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. On disait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire du lien et voir comment, en tant que salarié, en tant que cadre, on peut ne pas laisser la politique RSE menée par le groupe des communicants et être un participant de ça. Et de l'autre côté, la RSE, comme Bertrand l'a bien expliqué, comment, du côté de la mise en mots de ce qui anime une entreprise, bah, ça se fasse avec les cadres et tous les salariés d'ailleurs, qui sont demandeurs de ça. Mais on avait conscience qu'il y avait une question commune qui se posait dans le monde des entreprises, mais qui se passait dans des lieux différents. Donc, je me souviens que ça avait été une belle énergie, quelques années, autour de 2002-2004, très intéressante. Et ça avance concrètement dans ce sens-là ou ça reste Ben, encore. ici et là, c'est local, c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser, mais il y a des endroits où, souvent quand on me dit, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire dans une entreprise? Euh, Moi, je dis, il faut identifier quel est le collectif qui va m'aider par rapport à ce qui me tient à cœur. Je dirais qu'il y a plusieurs ressources. Une des ressources, c'est est-ce que ce qui me tient à cœur, c'est ce qui tient à cœur à ma profession? C'est-à-dire, est-ce que finalement, quand je dis mais ça, je veux pas ou ça, je veux, c'est finalement ce qu'on attendrait de moi en tant qu'ingénieur? Bah déjà, c'est une ressource. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu un moment historique où des ingénieurs qui étaient mis à la porte pour avoir fait remonter des problèmes de sécurité, leur association professionnelle a dit, mais attendez, ils sont dans notre association, c'est ça qui est écrit dans le code de déontologie, et il y a eu gain de cause parce que ce qu'ils faisaient était en accord, ils avaient obéi à une autre norme qui, là, au niveau du tribunal, avait été reconnue comme une norme qui était valide, et donc ils n'avaient pas commis de faute. Bref. Donc, il y a ce que dit ma profession, et puis après, c'est d'identifier aussi autour de moi. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui me convient pas, mais est-ce que je suis seule à qui ça convient pas? Est-ce qu'on est plusieurs? Quels sont les collectifs en dehors de l'entreprise? Ça peut être une association d'anciens. On peut trouver un lieu. D'ailleurs, je me souviens qu'à un moment, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, l'idée d'une sorte de ligne
de paroles, de possibilités de raconter des choses de façon confidentielle et protégée à d'autres ingénieurs à travers Centrale Lille, l'association des anciens. Et je pense que voilà, ça peut être les anciens, un ancien prof, un ami d'enfance, des gens de confiance dans l'entreprise, évidemment avec tous les problèmes de confidentialité qu'il peut y avoir, mais sortir de la solitude. En fait, c'est ça, c'est sortir de la solitude pour éventuellement, en discutant avec d'autres, se rendre compte que on fantasme un peu, qu'on a mal vu les choses, que voilà, que c'est notre dada. Aussi, on n'a pas toujours raison quand on considère que notre entreprise fait n'importe quoi. On n'a pas toujours tort. Donc, c'est sortir de la solitude, trouver des repères. Ben, que dit la loi? Que dit le rapport RSE de mon entreprise? Que dit ma profession? Et souvent, c'est un peu ça. C'est un peu comme si on était seul contre tous. Et sans doute que les ingénieurs, dans le cadre de leur formation, ne sont pas énormément entraînés. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de discussions là-dessus sur qui vont être mes pairs demain. Je ne vais pas être juste seul, moi et mon entreprise. Et qui sont les gens de confiance avec qui construire voilà, nos valeurs partagées professionnelles, quoi. Oui, ce que tu viens de dire me parle beaucoup. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, quand je dirigeais une usine, de me retrouver dans un groupe de dirigeants d'entreprise comme ça qui pouvaient échanger librement et de manière extrêmement confidentielle sur leurs problématiques. Alors, ça ne résout rien direct, mais ça permet de prendre beaucoup de recul, de faire baisser la pression et de se poser les bonnes questions et quelquefois de trouver les bonnes réponses. Et d'hiérarchiser, peut-être se rendre compte que ce qui nous paraissait le problème le plus important, voilà, de relativiser, non, de sortir de la solitude. Et c'est des métiers. Puis alors, quand on est dirigeant, c'est encore pire où voilà, la solitude peut être écrasante. Donc, trouver des lieux de confiance. Parce que la question éthique, c'est pas que moi, mon fort intérieur et le reste du monde, quoi. Il y a et tous ces espaces de médiation, de normes, ce crible de la norme et de l'autre, l'altérité. On a besoin de travailler ça et pas seulement dire aux futurs ingénieurs, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, apprenez par cœur et appliquez. Non, c'est apprenez à en parler, n'ayez pas peur, à discerner. Voilà. Voilà, on s'approche de 20 heures. Malheureusement, on arrive vers la fin. Il y a plein d'autres questions qui se posent. En particulier, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui, par rapport à ces questions qu'ils se posent, je vois deux attitudes où il y en a qui, alors j'allais dire qui renoncent, c'est déjà un jugement, mais qui font le choix de faire autre chose, de changer de vie, de changer de métier, etc. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont plutôt chercher à faire évoluer le système de l'intérieur. Et là, je pense que chacun de ces choix est éminemment respectable. Mais je pense que heureusement, il y en a un bon nombre qui, de l'intérieur, vont petit à petit faire évoluer ces questions. Et il y en a plein qui se posent. On a cité quelques sujets. C'est plein de questionnements derrière. Voilà. J'espère que en abordant ces éléments de conclusion, je n'ai pas coupé une dernière question. Je vais laisser quelques secondes là pour. Oui, moi j'avais quand même une remarque à faire. Je me dis que c'est quand même c'est bien dommage, des questions que se posent les nantis, entre guillemets. C'est-à-dire les gens qui ont suffisamment de liberté, qui ont suffisamment de pouvoir, qui ont suffisamment je sais pas, de solidité. Parce que je pense que dans beaucoup d'entreprises, surtout quand le marché du travail est tendu, les gens n'osent pas, ils ont peur de perdre leur travail. Donc, est-ce que c'est toujours possible de mettre en place justement tout ça? Geneviève, je suis tout à fait d'accord que c'est des questions de riches, quoi, de riches culturels, de riches. Voilà, c'est ce que je Mais veux dire, hein. les ingénieurs sont riches. Oui, Et oui, je ne bah, parle pas tout à fait. d'argent. C'est dire Non, que c'est non. quand même le diplôme le plus protecteur du chômage en France. Moi, j'ai un fils qui a un CAP de BTP. Voilà, il la ramène pas. Je ne sais pas d'ailleurs s'il veut la ramener ou pas. Mais j'ai envie de dire, c'est sûr que changer d'entreprise, démissionner, on sait, c'est un coût énorme, 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 devoir déménager, aller ailleurs. Mais c'est pas ne pas avoir de perspective du tout d'emploi, en tout cas jusqu'à un certain âge, parce qu'on sait que le chômage des ingénieurs
peut être là et pour les femmes plus que pour les hommes. Mais j'ai envie de dire qu'il y a toute une partie de la vie professionnelle des ingénieurs où il y a une marge de liberté qui est quand même à explorer et qui est plus vaste que dans d'autres métiers. Mais je suis d'accord qu'elle n'est pas là partout et qu'il faut éviter des jugements à l'emporte-pièce Non, mais sur des c'est sûr que situations. c'est aux ingénieurs justement d'être vigilants à ce sujet-là, parce qu'eux, Ouais. ils ont la possibilité de le faire. Mais en effet, il y a plein de situations où la dépendance économique peut être énorme. Oui. Et je pense que c'est extrêmement important de notre part de jamais être dans le jugement. On est là. Moi, j'ai régulièrement des étudiants en fin de conférence qui viennent me dire, pourtant, je ne parle pas de l'armement d'une façon générale, c'est pas mon sujet, qui viennent me dire, ah, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je veux travailler dans l'armement. Je dis, écoutez, moi, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'avis à avoir. Je vais d'ailleurs, pourquoi vous venez me dire, mais si vous, ça vous va, c'est pas. Je me souviens d'une époque où il y avait des entreprises américaines dans les fonds éthiques. On éliminait, quoi, pas les entreprises, les fonds éthiques américains disaient alors nous, pour être des fonds de financement éthique, on enlève toutes les entreprises qui font travailler des enfants et puis qui font de l'armement. Et j'ai souvent trouvé que c'était une façon de raisonner extrêmement simpliste parce Mm, que c'est comme si on se disait et tout le reste est parfait, quoi. C'est mm. c'est- 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 c'est vraiment mal pensé et en particulier pour le travail des enfants, j'ai trouvé ça complètement dingue qu'on mette dans des situations incroyables des partenaires pour satisfaire à ces fonds éthiques plutôt que de dire chez nous, il n'y a pas d'enfants qui ne seront pas scolarisés ou il n'y a pas quoi. Quelles sont les étapes vers lesquelles on va vers l'idéal plutôt que de dire nous, on a les mains propres, on a éliminé ça, on a éliminé ça, on a éliminé ça. Donc, non, je trouve que c'est très important de garder en tête. Mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, en disant qu'il ne faut pas hésiter à se confronter à ce genre de situation et non pas se dire, ben justement, c'est ça, en disant, ben, on peut pas, on va refuser ceci, on va refuser cela. Non, il ne faut pas hésiter à aller au front, en quelque sorte, pour se dire, essayer de voir quel comportement on peut avoir. Et puis à un moment donné, travailler dans l'armement, c'est vrai, on peut peut-être le faire 3, 4, 5 ans de sa vie, puis après, il reste 40 ans à faire dans d'autres activités, sachant que chacun y contribue, puisqu'on paye des impôts qui servent à la politique de défense, qui est certainement qui est nécessaire pour un pays. Donc, c'est quelque chose en termes d'éthique qui doit se raisonner globalement, je veux dire. Mm. Et puis, Mais en même temps, à titre personnel, on ne peut pas, c'est pas non plus un argument de dire à un jeune, ouais. écoute, il faut bien qu'il y ait des gens, pourquoi pas? C'est-à-dire que là, il y a un moment où il y a quelque chose qui est vraiment dans le désir, l'attrait, le possible, l'impossible, qui nous dépasse un peu et Hmm. fait que le jeune qui dit je ne le désire pas, je ne le souhaite pas, est tout aussi respectable que celui qui dit j'y vais parce que c'est courageux et que, comme vous le dites très justement, de toute façon, moi qui peux me dire ah non, mais moi je suis prof à la fac, vraiment, je ne contribue pas à ça. Mes impôts y contribuent. Et donc, c'est très facile. C'est comme on mange de la viande et on tue pas nous-mêmes les animaux et on laisse les abattoirs et tout. Donc, c'est très important et j'ai beaucoup apprécié cette prise de parole. C'est de dire oui, on y contribue. Donc, mais après, est-ce que je veux y être? Est-ce que je veux pas y être? Euh, voilà, Est-ce que je vais y être un petit peu et puis je vais arrêter après? Voilà, Oui, c'est. tout à fait. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Mais de ma part, sans jugement Non, il n'y a sur ce pas. qui est Mais préférable. les jugements, moi, je sais que c'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé quand j'étais disons, quand j'allais souvent en Afrique et j'évitais tout jugement vis-à-vis des situations. Parce que c'est quelque chose d'important. J'en discutais j'avais un partenaire avec qui je travaillais, avec qui, que j'ai toujours, qui je suis toujours en relation. On discutait, mais j'avais jamais de jugement de valeur par rapport à ce qu'il me disait. Il y avait un contexte différent, il avait une expérience, un vécu, et puis c'est comme ça qu'il faut faire, hein, parce que si on commence à se draper dans un certain nombre de supériorités, c'est pas bon. Il faut qu'on prenne les choses telles qu'elles sont et qu'on évite tout jugement de valeur par rapport, non, jugement de valeur. Voilà, donc Mmh. vous voyez ce que je veux dire? C'est important qu'on soit respectueux. C'est pas on n'est ni supérieur ni inférieur. Il y a à confronter nos expériences et puis essayer justement de faire ça. Je veux dire. C'est pour ça que je l'ai fait, disons. Parce qu'à la limite, j'avais la même possibilité de faire ça en France sans aucun risque. Et bon, voilà. Donc,
je crois qu'il ne faut pas hésiter à se confronter à ces situations. Moi, c'est ma façon de voir les choses, hein. Oui, puis il y avait sans doute un challenge, un défi, et vous en y aviez envie et vous l'avez fait. Et Oui, alors, voilà. c'est parce que euh, alors, je vais peut-être parler de personnellement, c'est que moi, je suis né en Algérie, ma famille avait vécu là-bas depuis 4 5 générations, et bon, je suis pas allé en Algérie, mais même si je voulais voir un peu l'Afrique, disons, il y a Mhm. toujours des côtés personnels qui jouent, et puis je me dis, ben, je vais essayer d'avoir une démarche voilà, qui fait qu'on puisse faire des choses, et par exemple, une entreprise que j'ai accompagnée, elle a gagné un gros marché contre une entreprise française. Bon, mais parce qu'elle était arrivée en termes de maturité à progresser. J'ai jamais fait ça bénévolement, mais ça n'empêche que ben, l'entreprise a pu gagner sur l'aéroport d'Abidjan un gros marché dans les BTP par rapport à un gros donneur d'ordre français. Donc je me suis dit, bon, voilà, c'est un peu servi ce que j'ai fait. Voilà, donc, mais c'est pas uniquement grâce à moi d'ailleurs, hein. Hmm. Non, non, mais c'est intéressant. Mhm. Non, non, mais faut se poser toutes les questions parce que si on raisonne de façon un peu systématique et de façon un peu, je veux dire, grossière, disons, un peu comme font certains, disons, de façon un peu, disons, sans réflexion, c'est vrai que c'est pas bon. Faut toujours prendre du recul par rapport à ce genre d'événement. Hmm. Et Voilà. puis, de sursituer le jeu, tout à l'heure j'ai le jeu, et ben le jeu de vous, Jean-Marie, ben, c'est un jeu il y avait quelque chose là à vivre, qui avait du sens dans votre biographie, dans votre histoire, puis que vous avez vécu et qui n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Donc peut-être pour Mhm. quelqu'un d'autre, ça aurait moins de sens peut-être d'avoir fait ce choix de ce job plutôt qu'un autre. Donc Mhm. c'est toujours aussi resituer ces décisions dans des histoires où tout n'est pas racontable, même parfois. Donc, c'est pour ça Ça, que le jugement on doit être très prudent, puisque très qu'est-ce qu'on prudent dans le sait? jugement. Et par contre, j'y suis pas allé en expatrié, j'y suis allé 7 ou 8 fois par an, à raison de 2 semaines à chaque fois. Donc Hmm. c'était bon, genre, c'était un aspect qui était intéressant, je veux dire. Voilà. Bertrand, tu voulais dire quelque chose? Non, mais peut-être conclure, parce que moi j'ai une autre Oui. réunion à 20h30, donc Oui, oui, ouais. on avait un engagement de finir à 8 heures. On Eh dépasse, ben, mais ça montre bien l'intérêt du sujet. On serait tous prêts à y repasser encore 2 heures derrière. Juste en 2 mots de conclusion, enfin moi, je vois qu'à travers toutes ces discussions, l'important, c'est le questionnement. Il y a pas de réponse, il y a des questions. Et le fait de se poser les questions permet de faire ses choix et de contribuer au sujet. Et ça rejoint la question de Stéphanie tout à l'heure. La première question qu'elle a posée, elle a dû partir, Stéphanie, hein. Que fait-on dans les écoles? Il me semble que donner l'opportunité aux étudiants, comme tu l'as fait Bertrand à l'ICAM, et comme vous l'avez fait tous les deux sur une intervention une année à l'école centrale de Lille, le fait de permettre aux étudiants de se commencer à se poser des questions euh, est une bonne chose. Mais c'est quelque chose qui, Geneviève, un jour, qu'il faudra aborder avec les directions des écoles, voir s'il n'y a pas des choses à remettre en place. Voilà, merci à tous les deux. Vous êtes tout à fait passionnants. Alors, je le savais de Bertrand. Bertrand m'avait beaucoup parlé de Christelle. Je le confirme, Christelle. Merci à toi également. Donc, l'enregistrement sera mis à disposition. Je vais faire ça dans les tout prochains jours. On vous enverra les liens. Euh, je l'ai dit en introduction, les prochaines éditions de témoignages d'Aluni sur leur parcours professionnel auront lieu en octobre. D'ici là, on va travailler avec les étudiants ici d'ici la fin du mois de mai ou début juin pour définir les thèmes et monter ces opérations-là. Voilà, merci. Alors malheureusement, on n'était pas très nombreux, mais Tom, tu pourras dire à tes collègues qu'ils ont loupé quelque chose et peut-être leur donner envie d'aller voir le replay pour justement se questionner sur ces sujets. mais en tout cas, l'accueil était très sympathique et je vous remercie de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir. On se parle de loin en loin avec Bertrand. Puis là, le fait de préparer quelque chose, on s'est dit des choses qu'on s'était jamais dites avant. Donc, c'est très drôle. C'était très bien. Merci. Bravo. Très bien, très Merci. bien. Et puis je dirais que j'étais très heureux de revoir Bertrand qui m'avait marqué quand j'étais à l'école.
Ça, c'est Ah, personnel. Voilà. Voilà. Par son engagement. Voilà. Voilà. Eh ben, Même si sur Jean-Marie, certains points, il y avait j'aurais pu discuter, mais globalement, ça me fait plaisir de le revoir. Voilà. réciproquement. les souvenirs de la promotion 79. Voilà. Voilà. Bonsoir à tout le monde et merci encore. Ben, Allez, merci bonsoir. tout le monde. Bonne soirée.